Il y avait pendant des décennies un certain nombre de mesures qui avaient été adoptées durant l'ère de Roosevelt et après le crash de 29, durant l'époque du New Deal. Et notamment, il y avait un certain nombre de mesures de contrôle et de régulation des banques, du secteur bancaire. Et ce secteur bancaire n'a eu de cesse au fil des années que de tenter de démanteler justement ces mesures de contrôle qui avaient été prises dans les années 30. Et le grand tournant a été justement les années Clinton, où on a vu les hommes autour de Clinton, c'est-à-dire les conseillers économiques, Robert Rubin, parce que là il faut parler effectivement de, je dirais, de la connexion extrêmement étroite entre les grandes banques d'investissement américaines, et Wall Street et le plan politique. Rubin, par exemple, qui était son ministre des Finances, était l'ancien président de Goldman Sachs, une des plus grosses banques d'investissement. Goldman Sachs s'est retrouvé effectivement, je veux dire, exerçant une influence considérable sur tous les présidents américains depuis, par exemple, le président de Goldman Sachs est devenu ensuite, le successeur de Rubin est devenu le ministre des Finances de George Bush, Henry Paulson. Ensuite, on voit très bien que Lawrence Summers, qui était le ministre des Finances de Clinton après Rubin, et qui est devenu aujourd'hui le principal conseiller d'Obama, est également un des plus importants conseillers de Goldman Sachs. Oui, il y a une grande continuité. Il y a une continuité totale. Donc ces gens, c'est-à-dire Rubin et Lawrence Summers aujourd'hui aux côtés d'Obama, se sont employés à démanteler tous les règlements qui interdisaient, enfin en tout cas qui établissaient non seulement un distinguo, mais je veux dire une limitation entre banques de dépôt, je veux dire, et banques d'affaires. Donc ça a été pour toutes ces banques, je veux dire, le démantèlement de ces règles, ça a été évidemment la course à la spéculation, ça a été le feu vert pour la spéculation. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été adoptées, donc de dérégulation et essentielles par l'administration Clinton. Ensuite, quand il y a eu effectivement, donc, je dirais, les prémices de la crise, Paulson, qui était le ministre des Finances, mais en même temps l'ancien président, je rappelle, de Goldman Sachs, et qui représentait au fond Wall Street et qui était, je dirais, le chef de file et le porte-voix, a demandé à Bush de faire pression sur les Européens pour que les filiales, donc en Europe, à travers l'Europe, donc de banques américaines, ne soient soumises à aucun contrôle ni aucune expertise de la part des autorités européennes. Donc elles bénéficiaient de facto d'une espèce d'exterritorialité. C'est-à-dire qu'elles pouvaient se permettre tous les excès, elles n'avaient de compte à rendre à personne. Et l'Union européenne, et c'est ça qui est extraordinaire, l'Union européenne, pas seulement les Français, les Allemands, etc., l'Union européenne s'est absolument, je veux dire, couchée devant cette exigence américaine. Les banques qui ont spéculé, les grandes banques d'investissement, etc., ont spéculé en violant toutes les lois, violant les règles, vraiment. C'est-à-dire qu'elles ont créé notamment un système financier parallèle. Et quand les hommes politiques, les dirigeants politiques ont découvert le crash financier, l'ampleur de l'endettement de ces établissements, ils ont été d'abord stupéfaits, mais ils n'ont vu que la partie émergée, c'est-à-dire qu'ils n'ont vu que les banques, que la partie officielle de ces banques. Et c'est ensuite, quand ils ont découvert qu'il y avait un système parallèle, qui avait un endettement au moins aussi considérable que le secteur officiel, qu'ils ont été évidemment pris de vertige et de panique. C'est-à-dire qu'ils ont caché de leur bilan Totalement. C'est presque quoi? C'est un tiers de leur... Pour certaines banques, notamment Citigroup, la plus grosse banque au monde, c'était quasiment, pas du bilan, c'était l'équivalent des pertes essuyées sur ce secteur parallèle, était de 1100 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 1100 000 milliards de dollars. C'est-à-dire l'équivalent des pertes essuyées par le secteur officiel. Oui, on a fabriqué donc ces fameux produits dérivés sur lesquels ou grâce auxquels les banques spéculaient. Ces produits dérivés étaient vendus dans des quantités gigantesques puisque au moment du crash financier, le montant total de ces produits dérivés à travers le monde se chiffrait à 62 000 milliards de dollars. Vous avez bien compris, je ne suis pas trompé, 62 000 milliards de dollars. Par comparaison, vraiment, le PNB de tous les pays de la planète réunis, c'est-à-dire les pays industrialisés, les pays en développement, c'est 54 000 milliards de dollars.
Donc c'est vous dire déjà. C'est aller au-delà de la richesse mondiale. Exactement. Et très vite, effectivement, on a compris l'usage qu'on pouvait faire des crédits, des vôtres, des miens, etc. C'est-à-dire, les banques ont compris la formidable potentialité qu'avaient nos crédits. C'est-à-dire en les remaquillant et notamment en les transformant. En les transformant d'une manière scandaleuse. C'est-à-dire que, par exemple, les crédits, les fameux subprimes, qui ont été un des facteurs essentiels de la crise, étaient des crédits immobiliers qu'on accordait aux plus pauvres. Enfin, des gens qui jamais n'auraient dû bénéficier effectivement de ces emprunts. Et donc, par exemple, un ouvrier agricole mexicain, installé aux États-Unis, qui gagnait 14 000 $, pouvait effectivement obtenir un emprunt pour l'achat d'une maison de 720 000 $. Son crédit, qui était un crédit poubelle, totalement un déchet, je dis, était remaquillé grâce à la complicité des grandes agences de notation. Et ensuite, il avait le label, ce qu'on appelle triple A, c'est-à-dire un label semblable à celui des bons du Trésor américain. Les agences de notation se sont comportées de manière scandaleuse parce qu'elles ont effectivement travaillé uniquement pour les banques qui fabriquaient ces produits. Comme le disait quelqu'un, c'est un peu comme si, au fond, c'est un peu comme si les restaurateurs, je veux dire, payaient le guide Michelin pour en effet leur donner de bonnes notes. Voilà, donc c'était à peu près ça. C'est à Wall Street, justement, dans Broad Street, et avec en effet un responsable d'une grande banque qui très vite me dit, quand j'interroge effectivement sur les conséquences de la crise, mais les conséquences économiques, etc. et tout, il me dit mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, il faut que vous sachiez une chose, nous sommes toujours gagnants. Parce que justement, nous ne respectons aucune des règles qui sont effectivement celles traditionnelles du marché. Et c'est vrai. Ce sont effectivement ces banquiers, ces hommes ont une arrogance incroyable, mais vivent en même temps en dehors du monde réel, parce qu'ils savent très bien qu'en effet, je veux dire, ce qu'ils font n'a aucun rapport, ne contribue en aucune manière à, je veux dire, la richesse du pays, la richesse nationale. Ça ne prodigue aucune richesse, c'est simplement de la spéculation uniquement tournée, je veux dire, vers en effet leur propre profit et leur propre satisfaction. Quand on voit 140 milliards de dollars de bonus, on est pris quand même de vertige. Des banques qui, un an plus tôt, ont été sauvées par les contribuables américains, etc., sont aujourd'hui affichent des profits records et une insolence incroyable en continuant à se redistribuer des bonus qui sont des bonus plus gigantesques encore qu'il y a un an et demi. Le système est extrêmement verrouillé. Obama, en plus, a grandi politiquement dans un centre financier, Chicago. Et les hommes qui l'ont, je dirais, à chaque instant de sa carrière épaulé, financé, sont les financiers, c'est l'univers financier. C'est en effet donc les grandes banques d'investissement, mais aussi un certain nombre de fonds spéculatifs. Donc sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. On le voit très bien. D'ailleurs, les hommes qui sont aujourd'hui autour de lui à la Maison Blanche, c'est-à-dire notamment Lawrence Summers, qui est l'homme qui a totalement dérégulé au profit des banques, je veux dire, le système financier. Lawrence Summers, c'est vraiment le type même du pyromane, aujourd'hui transformé temporairement en pompier. C'était une occasion quand même, cette crise était une occasion de remettre à plat ce système, je veux dire, et d'établir des contrôles vraiment drastiques. Et au lieu de ça, je veux dire, on laisse de nouveau, je parle des dirigeants politiques, on laisse filer les choses avec, je trouve, de ma part, de mon point de vue, une irresponsabilité totale. Parce que les conséquences, quand je parlais de cette spéculation a repris avec la même ampleur qu'auparavant, avec les mêmes produits dérivés toxiques, etc., qui ont abouti effectivement donc, au désastre d'il y a un an. Mais en plus, les banquiers, évidemment, qui en termes de profit ont une imagination sans limite, ont trouvé d'autres systèmes qui sont d'une plus grande rapidité et donc vont provoquer probablement, là encore, je veux dire, des accidents de parcours et des crises. Et il faut savoir que ces crises deviennent de plus en plus fréquentes. Donc là, il risque de survenir une autre crise, encore une fois. Et à ce moment-là, je veux dire, que fera-t-on? Je veux dire, on ne peut pas continuer à fermer les yeux définitivement.